Bonsoir à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite webconférence mensuelle, donc comme tous les mois, mais donc plus spécifique sur mon livre Stratégie de marché. Donc si vous l'avez lu, vous posez toutes les questions que vous voulez sur le livre. Si vous l'avez pas lu ou pas encore lu, et si vous souhaitez le lire, ben, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et sinon sur le trading, je vous autorise à toutes les questions sur le trading aussi que vous voulez. Alors, bon, il y en a au moins une très très grosse majorité qui me connaît, mais quand même, je vais faire comme d'habitude quand même une présentation rapide de qui je suis. Je n'ai pas la prétention de croire que tout le monde me connaît. Donc, alors ça, je vais vous mettre à l'écran. Vous l'aurez d'entrée de suite, je pense. Ça va être bon. Donc, très très rapidement, hein, donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans la finance et le trading évidemment. Donc, j'ai fait des études supérieures, école de commerce classique, option finance, et au lieu de. Je me suis orienté tout de suite vers le trading, et notamment vers le trading pour compte propre. Ensuite, je me suis fait remarquer par mes résultats, voilà. Et donc, j'ai été recruté notamment à Genève en tant que trader. Au bout de quelques mois, j'ai pris la direction du fonds dans lequel je travaillais. Donc, ce qui m'a conduit à gérer un fonds, à gérer les traders, à former les traders du fonds. Donc, c'était le fonds Hermès Alpha. À la suite de ça, ça c'était entre 2005 et 2013-2014, j'ai terminé. Durant ces années, j'ai géré jusqu'à 5 fonds en fait en même temps. Voilà. Et depuis, donc, je suis le directeur de la recherche chez EOInvest, qui est une fintech avec un certain nombre de projets que nous mettons en œuvre au fur et à mesure. Et donc, je suis auteur de 2 ouvrages, Trading et contrats futurs en 2008 chez Erol et Stratégie de marché, qui va être l'objet de cette conférence ce soir. Voilà, vous voyez, j'ai fait vite sur moi. Salut Jean-Luc. Donc, si vous avez des questions, alors je vais commencer par un certain nombre de questions que j'ai reçues. Si vous en avez, vous pouvez commencer à me les écrire. Et au fur et à mesure, on va avancer comme ça, si cela vous va. Alors, dans certaines stratégies, donc je vous lis, je vous les mets au fur et à mesure, les questions comme ça, enfin celles qui sont écrites là. Donc je ne l'ai pas lu, je la mets. Sylvie, je te fais confiance. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Dans certaines stratégies, on se sert des volumes, par exemple SHMO, voire même pour confirmer les cassures. Mais comment faire au mieux avec les CFD pour lesquels il n'y a pas de volume? Une excellente question, Sylvie. Évidemment, je ne t'attendais pas moins de ta part. Ben, typiquement, avec le SHMO, si tu n'as pas les volumes, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder la taille du range. Normalement, on va considérer que s'il y a un range remarquable, typiquement un chandelier de déséquilibre, on peut considérer, on doit considérer, et généralement c'est quand même le cas, le volume est là. Autrement dit, si on a un chandelier qui ne prête pas à confusion, il n'y a aucune confusion, on sait que le volume est là, c'est quand même très rare de se retrouver avec un chandelier de déséquilibre sans avoir le volume qui va avec. Si par contre le chandelier est pratiquement OK pour valider le SHMO, puisque c'est l'exemple que tu me prends, hein, mais que voilà, ce n'est pas un chandelier de déséquilibre, à ce moment-là, je te l'accorde, ça devient très compliqué. Si tu n'as que les CFD, à ce moment-là, ce que tu dois faire, c'est que tu ne le fais pas. Donc, soit on a réellement un chandelier qui ne prête pas à confusion et on peut faire sans les volumes. Si par contre on a un chandelier sur lequel on peut avoir des doutes, moi je conseille de ne pas le faire. Voilà. D'où l'intérêt de travailler avec les contrats futurs ou avec les actions ou voilà. Plutôt que les CFD, mais puisque les CFD, encore une fois, c'est très bien pour démarrer, pour tester, pour se faire la main. Dès lors que l'on commence à travailler sérieusement, moi je conseille d'aller sur les actions, d'aller sur les contrats futurs ou d'aller sur les options. Voilà. D'accord? Les CFD restent vraiment un produit pour un démarrage ou pour un petit compte. C'est un très bon ouvrage que vous avez écrit. Alors ça, merci Laurent.
Comment avoir les indicateurs GTAS? Très bonne question. Ben, sur le site, vous avez les codes couleurs. Et alors Jean-Jacques, vous travaillez avec quelle plateforme? Alors si vous travaillez avec ProRealTime, je vous les envoie, ils sont faits déjà. Avec les autres plateformes, pour le moment, on ne les a pas faits. Donc MT4. Alors avec MT4, je vais y arriver, on devrait les fournir bientôt. Sinon, il y a possibilité que je les ouvre complètement, hein. Il n'y a pas spécialement de secret. Donc je réfléchis à les ouvrir donc complètement afin que tout le monde puisse les travailler, puisse les avoir, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils travaillent. Donc Jean-Jacques, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, s'il y a des questions que j'oublie parce que ben, vous me les rappelez, je reviendrai. Voilà. Donc, où trader les CFD tout en regardant où... Ah oui. Donc, Louis Sylvie répond en fait à ta question. Il me dit effectivement, tu peux trader les CFD tout en regardant les graphiques du futur. Au moins, tu te retrouves avec les volumes. Donc Louise est un excellent conseil, je n'y avais même pas pensé. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions que j'ai oubliées? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors attendez. Dans certaines stratégies... Non, ça c'était... Je vais éviter de dire vos noms parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas envie que je dise leur prénom. J'ai remarqué que si M ou toute autre unité de temps, il y a 5 vagues haussières bien nettes, la divergence baissière dans la cinquième vague ne peut pas avoir que malgré tout une correction suffisante. Dans ce cas, comment éviter le piège de l'absence de divergence? Je vous mets la question et j'essaye. J'ai remarqué que si M1, il y a 5 vagues haussières bien nettes, la divergence baissière bien nette, la cinquième vague peut ne pas apparaître malgré tout une correction suffisante. Dans ce cas, comment éviter le piège de l'absence de la divergence? Alors, je vais répondre de manière assez simple à cette question. Oui, Jean-François, je vais citer ton nom. donc, à la question sur les vagues et sur les divergences, 5 vagues claires, etc., donc, que je vous ai mis, donc vous devez... Est-ce que vous voyez les questions? Normalement, je vous les mets, donc vous devez sûrement les avoir. Hein. À l'écran, vous me le confirmez. Sinon, vous avez un petit icône en haut à droite en principe pour les faire apparaître. C'est bon? Ok, ça marche. Nous avons les questions. Ok, super. Donc, en fait, ta question sous-entend que tu voudrais toujours pouvoir comprendre et réagir à ce que fait le marché. GTS, justement, ce n'est pas ça. GTS, on va travailler si le marché réagit à nos configurations. Autrement dit, si le marché ne rentre pas dans le cadre de ce que l'on souhaite, ce n'est pas grave. Il y a suffisamment d'opportunités sur les marchés tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes pour ne pas toutes les saisir et pour se concentrer uniquement sur un certain nombre de configurations. Voilà, donc j'espère que je réponds à ta question. Moi, c'est très clair, donc j'espère que pour vous aussi. Ce que je veux dire, il est très important, lorsque l'on trade, il faut savoir se dire, je ne prends pas tout, je prends que après avoir repéré une configuration que je connais bien, après avoir eu le timing que je voulais, etc. Donc si tout est en phase avec ce que je veux, j'y vais. Si tout n'est pas en phase, je n'y vais pas. Encore une fois, ceux qui me connaissent bien le savent, je peux être très agressif en trading, mais très très patient, très calme. Je sais attendre. Lorsque le marché ne me donne aucune indication, ça ne sert à rien de vouloir donc prendre. Donc, si on a 5 vagues et qu'on n'a pas un signal de retournement, ce n'est pas grave, on ne le fait pas. C'est tout. Donc j'espère, Bernard, puisque c'était Bernard qui me posait la question, que c'est clair. Pratiquement les codes PRT, il faut te les demander par email. Oui, tout simplement. Hein, tu envoies un mail, bam, et tu les reçois dans les 3 minutes qui suivent. Enfin, dans les 3 minutes où je lis l'email,
j'envoie les codes. Alors, je suis en train de regarder pour les mettre sur le site. Voilà. Donc, directement, vous pourrez les télécharger tout seul. À propos des indicateurs maison, c'est assez antagoniste avec l'idée d'indépendance. Super, ils sont ouverts de façon à voir comment c'est construit. Oui, tout à fait, mais c'est exactement toi l'idée. Hein, si tu veux, j'ai pas, moi, je suis pas là pour faire des cachotteries ou etc. Euh, En plus, ceux qui avaient lu mon premier livre ben, savent que je travaille beaucoup avec le RSI, le MACD et les moyennes mobiles. Et tous les retracements, on va dire, et j'ai aucun problème à dire que la plupart de mes indicateurs sont construits sur toutes ces bases-là. L'idée des indicateurs que j'ai créés depuis un certain nombre d'années maintenant n'est pas pour faire une méthode secrète, c'est juste pour faciliter. Si vous travaillez avec le MACD, le RSI, il y a des fois où il va falloir lire 2, 3, 4 indications avant de valider. Avec les indicateurs GTS, l'idée c'était vraiment de faciliter la lecture. Voilà, c'est pas donc il ne s'agit pas donc pour moi de faire quelque chose de secret, propriétaire. L'idée, voilà. Donc il n'y a aucun problème, ça sera ouvert au fur et à mesure on l'ouvre. Je crois que chaque trader peut avoir sa façon de trader, surtout notamment en fonction de son horizon de temps. Alors là, je ne peux que rebondir, Laurent, sur ce que tu dis, parce que c'est un de mes gimmicks que je répète souvent. Moi, je considère que l'on ne peut pas former les traders sans tenir compte de qui ils sont. Ce n'est juste pas envisageable. Moi, je considère qu'une formation, je n'ai pas à vous former à ce que je fais moi, parce que vous êtes vous, évidemment, et moi, je suis moi. Votre temps, c'est le vôtre, votre expérience, c'est la vôtre, votre âge, c'est le vôtre, etc., etc. Votre capital, c'est le vôtre, enfin bref, votre aversion au risque, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et donc, je considère que le trading, il faut se l'approprier, chacun. Voilà. Après, il y a des bases qui, pour moi, sont indispensables, ça je le répète, mais après, il faut que chacun aille chercher et adapte la méthode GTS à ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est son profil, c'est son horizon de temps, c'est son capital, c'est son expérience, c'est son envie de passer du temps en face des écrans ou pas, c'est sa capacité à réagir très vite lorsqu'il voit une configuration ou pas, c'est sa capacité à rester concentré donc 2 heures, 3 heures, 4 heures, dans 8 heures, etc. Enfin bref, voilà. Ce sont tous ces éléments, vous voyez, ce n'est pas que son horizon de temps selon moi, c'est vraiment tous ces éléments qui font son profil. Et en fonction de son profil, moi je conseille d'être plutôt scalper, plutôt intraday, plutôt swing trader, plutôt PEA, plutôt investisseur, etc. Voilà. Donc j'espère. Ça, il faut bien le comprendre. Moi, j'impose jamais à tout ce que je forme de faire ce que je fais moi. J'essaye au contraire de fournir un panel très large de ce qui est faisable. Voilà. Indicateur, c'est une formalisation de ta réflexion qui reste l'essentiel. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les indicateurs et notamment les zones de valeur, est-ce que je peux détailler la construction à travers un exemple éventuellement? Alors celle-là, je l'avais préparée parce qu'on me l'a demandé, donc Jean-François, mais je vous le remets. Donc il y en a qui s'inscrivent que maintenant, donc on ne dira pas les noms. Donc ça c'est issu du webinaire numéro 2 du pack GTAS sur les zones de valeur, donc notamment. Donc vous l'avez à l'écran, c'est bon. Donc les zones de valeur, donc maintenant on les calcule très simplement. Alors je l'explique dans le livre, je dis qu'à la base c'était un calcul relativement compliqué et qu'en fait comme ok, et puis qu'en fait ben, comme je savais que j'allais faire le livre, etc., donc j'ai cherché à faire donc quelque chose de plus simple. Et donc on va calculer notamment pour le travail en intraday. Alors, pour les investisseurs c'est
autre chose, hein. Voilà. Pour les investisseurs, on passe sur des zones un petit peu différentes. Mais pour le travail en intraday, on va travailler avec trois zones. N3, N2, N1. N1, c'est l'amplitude le matin à 8 heures entre le pivot daily et le niveau de la moyenne mobile 5, 147. D'accord? N2, c'est à l'ouverture le lundi matin, 8 heures sur les contrats futurs. Donc si vous êtes sur les actions, ça va être donc 9 heures, etc. Bon. Mais c'est le lundi matin, le niveau entre le pivot hebdomadaire et la moyenne mobile horaire, 147. Et enfin, N3, qui est l'amplitude entre le premier jour du mois, et donc entre le pivot du mois et la moyenne mobile H4, donc 4 heures, 147. Donc, l'idée, c'est quoi avec les zones de valeur? Alors ça, c'est notamment mon expérience lorsque j'étais à Genève et que je formais les traders qui travaillaient avec moi dans les fonds que je gérais. Mon expérience, c'est que si on n'offre pas un cadre clair de compréhension, on se noie donc très rapidement entre les unités de temps, entre les moyennes mobiles, entre les tendances, bref, on se noie, on ne sait plus si on est en hausse, en baisse, on est en hausse sur telle unité de temps, on est en baisse sur une autre, voilà. Avec les zones de valeur, on les aligne et on sait exactement où se situent les prix. D'accord? Voilà. Ensuite, ce n'est pas tout, évidemment. En fonction du positionnement des prix par rapport aux zones de valeur et en fonction du positionnement des zones de valeur entre elles, on va agir. On sait qu'on va avoir un biais à l'achat ou un biais qui est à la vente ou un biais qui va être neutre. On sait qu'on va travailler avec un effet de levier ou sans effet de levier, avec un levier réduit ou pas. On sait qu'on va travailler avec un certain nombre de stratégies. On sait qu'il y en a d'autres que l'on évitera, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est que avec les zones de valeur, on encadre nos actions. Voilà. J'ai fait ça, encore une fois, parce que je me suis rendu compte que sinon, lorsque l'on ne gagne pas sur les marchés, c'est notamment parce qu'on va hésiter et qu'on ne va pas s'inscrire dans une rigueur et une réelle discipline. Avec les zones de valeur, vous savez ce que vous devez faire à l'avance, donc vous allez être patient parce que vous allez attendre les stratégies donc, qui correspondent. Donc là je vais le dire pour ceux qui sont abonnés ou pour ceux qui reçoivent en test les mornings donc que je fais tous les jours. Et vous verrez que par exemple demain, puisque je l'ai préparé déjà, je vais vous dire en fonction, mais comme je le fais souvent, mais tous ces derniers jours on était plutôt avec un biais neutre, là je change le biais et en fonction du positionnement des prix avec les zones de valeur, j'indique les stratégies que l'on pourra utiliser et celles qu'il ne faut surtout pas utiliser. Voilà. Donc vous voyez, donc on travaille avec les zones de valeur qui offrent un cadre très clair et ensuite on connaît les stratégies que l'on peut utiliser ou pas en fonction du positionnement des zones de valeur. Voilà. J'espère que c'est clair. Je pense également que chaque aujourd'hui franc, il faut tous les jours se préparer pour pouvoir trader différemment de la veille. Oui Laurent, alors lorsqu'on trade en intraday, effectivement, tous les jours sont différents. Excusez-moi, il faut que je regarde parce que j'ai au moins 5 qui veulent entrer, mais je pense que l'on est plein en plus. Donc tous les jours sont différents. Après, justement, les zones de valeur vont nous donner des, on va dire, des forces lourdes, si je puis dire. Donc si on est, bon, très typiquement, si on est au-dessus de N3, on va plutôt avoir un biais
qui est haussier pour un certain nombre de jours. Voilà. Et Jean-François me dit donc différents, mais qui répète des schémas qui sont récurrents. C'est exactement ça. Voilà. L'idée, donc, dès lors qu'on va s'inscrire dans une routine, puisque l'idée c'est de créer une routine, mais pas une routine où l'on s'amuse, je parle de routine sportive. Hein. S'il y en a qui jouent, donc, par exemple au golf, ils savent ce que c'est qu'une routine. Donc une routine, c'est lorsqu'on répète dans tout le temps, voilà, ce que l'on va faire. Ben, si vous arrivez le matin, vous voyez tac, 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 mes zones de valeur sont positionnées comme ça, vous savez immédiatement si vous avez droit aux achats ou à la vente, vous savez si vous avez droit à l'achat avec quel levier, vous savez quelle stratégie vous pourrez utiliser. Autrement dit, c'est un confort immense. On va éviter de s'agiter dans tous les sens. Et quand on ne s'agite pas sur les marchés, généralement, à la fin, on s'y retrouve. Alors, attendez, j'ai dû... Bertrand me demande si on va parler du marché aujourd'hui. Écoute, moi, je peux parler du marché. Alors, j'en ai parlé un petit peu avant qu'on prenne l'enregistrement, à vrai dire. Alors, si on a un petit peu de temps, ben, j'en parlerai. Bernard, oui, alors je vais regarder. Je n'ai pas tout à fait répondu à tes questions sur les zones de valeur. On va le faire tout à l'heure. Merci pour le détail du calcul. Cette expérience à Genève est formidable. Oui, mais ce que je fais aujourd'hui est encore plus formidable pour moi. Voilà. Des schémas récurrents sans être identiques, évidemment. C'est exactement ça, Laurent. C'est parfait. Stratégie option, oui, ben oui. Dès lors que l'on a les niveaux, on peut monter les stratégies options. C'est notamment pour ça que je monte une formation sur les options. Bon, il faut dire que moi, lorsque j'ai démarré, donc il y a 24 ans, ça commence à faire, ben, j'ai démarré avec les options, vous voyez. Donc, et à l'époque, on le faisait, on prenait le téléphone et puis on appelait. Évidemment, c'est une époque que vous n'avez pas connue. Donc vous appeliez, vous disiez, je veux acheter tant d'options. Différent psychologiquement, c'est vrai qu'il faut préparer à changer de biais. Dans votre livre, on peut faire du scalping avec les zones de valeur plus le super trend. Oui, on peut faire le super trend ou le S trend. Parce que le super trend, c'est quelque chose et le S trend, c'est à moi. C'est à GTAS. Jean-Jacques. Donc, je ne sais pas si c'est le super trend ou le S trend. Parce que moi, c'est le S trend. C'est vrai que j'avais jamais fait attention que S-Trend, ça pouvait prêter à confusion avec le super trend. Oui, donc on peut faire du scalping, effectivement, ben, très typiquement. Hein. Donc si aujourd'hui vous avez repéré, et puis aujourd'hui, pour ne pas voir qu'on était en hausse, on était au-dessus de N3, N2, N1, vous voyez là je rebondis sur les zones de valeur et je vous parle du marché. On avait le S-Trend et le puissance GTS qui est un indicateur que certains ne connaissent pas encore, mais ceux qui ont suivi les formations le connaissent. Il sera bientôt donc sur le site, hein, je ne vous dis pas ça pour que vous preniez une formation, sur le site. Et bon, très typiquement, non mais il n'y a aucun souci, c'était pour savoir. Donc très typiquement, vous repérez que qu'on est en train aussi au-dessus de N3, N2, N1. Le S-Trend est aussi, alors là, je vous renvoie, juste un petit aparté, je vous renvoie, il y a une vidéo sur le S-Trend avec une configuration très typique du S-Trend. Je l'explique pas dans le livre et elle est en vidéo donc sur le site, donc vous pouvez aller voir la vidéo. Et donc, on est en tendance haussière, on va pouvoir faire du scalping et donc notamment avec le BSI. Voilà, vous traitez toujours les options, si oui, comment, en couverture ou autre. Oui, alors je traite toujours les options, essentiellement en spéculation. Moi, j'avoue être un spéculateur. Voilà. Donc, après, comment classifies-tu le gap d'aujourd'hui sur le DAX? C'est un gap de cassure. Alors, sur le FCE, c'est un gap de cassure. Alors, pour moi, c'est un cassure. Alors, il y en a. Alors, la problématique qu'il y a, c'est que j'en ai un en fait au départ.
Donc ça pourrait être un gap de continuation. C'est entre les deux, je traite les options en spéculateur. Non, puisque l'on me demandait si je... Attends, je réponds pour le gap. Donc, le gap, c'est un gap de continuation. Donc, c'est un gap, mais c'est aussi un gap de cassure, puisqu'il valide quand même un gros retournement. Voilà, selon moi. À confirmer, à valider. On verra ça donc dans le morning. Voilà. Rupture, oui, c'est ça. Donc, mais en principe, je pense que c'est bon. Donc là, je réponds à ceux qui voulaient que je parle du marché. Je considère que le gap du jour est un gap. Alors, il y a deux, trois éléments encore à surveiller. Donc, vous le verrez dans le morning, donc demain matin. Voilà. Alors, je traite les options en spéculateur, c'est-à-dire je traite les options sèches, c'est-à-dire je prends une position soit directionnelle, soit je les vends pour encaisser du cash, etc. Voilà. Je ne prends pas les options en couverture. Ou alors je peux le faire avec des futurs, mais bon, c'est très spécial. Voilà. C'est plutôt directionnel. Bon, alors, je vais quand même répondre à deux, trois questions. Enfin, on m'en a envoyé plus que deux, trois. Mais qui sont très intéressantes. Donc, c'est Paul. Paul, est-ce que tu es là? Je vais répondre à tes questions. Hop, voilà. Donc, alors, vous allez voir le niveau quand même des questions. Alors, page, je te l'ai fait, enfin, je vous l'ai fait en vrac. Page 264, quelles sont vos trois stratégies les plus efficaces? Alors, je réponds je réponds très clairement, je vais y arriver. Le SHMO, le pourcentage RET et les B-fail. Voilà. Pour quelles raisons je prends ces trois stratégies? Parce que si vous prenez ces trois stratégies, vous couvrez l'ensemble du cycle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est être capable de trouver des stratégies pour intervenir sur les marchés, quel que soit le niveau du cycle. Et donc, quelle que soit la maturité du cycle. Avec le SHMO, je vais en trouver donc pas mal en vague 3. Les fails, je vais en trouver évidemment sur les sommets donc, de vagues, mais aussi sur les retracements de vagues. Et tous les pourcentages RET, je vais les trouver systématiquement en fin de vague 2 pour une vague 3, en fin de vague 4 pour une vague 5, et puis sur toutes les ABC. Voilà. Donc, vous voulez que je vous répète? SHMO, le pourcentage RET et les B-fail. Voilà mes trois stratégies les plus efficaces, les plus utilisées. Bon, ensuite, il y en a d'autres, mais si déjà vous maîtrisez ces trois stratégies, vous pouvez les travailler sur toutes les unités de temps et sur tous les produits. Je peux vous l'assurer. Peut-on assister au morning sans être abonné? Alors, le morning, c'est pas live. Alors, je fais des lives, mais qui durent de la matinée jusqu'au soir des fois. Donc là, on fait du trading live, de l'explication de texte, et puis de la formation continue, on va dire. Et les mornings, c'est un envoi, donc une analyse que je fais tous les matins que reçoivent les abonnés. Alors, il y a eu une offre donc d'essai en cours. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous m'envoyez un mail et je vous mettrai sur la liste des essayeurs. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent qui le reçoivent du morning, si c'est une aide précieuse ou pas, mais voilà. Vous pouvez dire ce que vous en pensez si vous voulez, ceux qui le reçoivent. Le morning, c'est du mardi jusqu'au vendredi, et puis le mag pour le lundi. Le mag étant plus large. Voilà. Donc,
J'ai répondu à une question sur les trois stratégies les plus efficaces. Voilà. Ensuite, on me demande comment faites-vous vos backtests, avec quels outils, quelle unité de temps. Alors, les backtests dont je parle beaucoup, voilà, les backtests dont je parle beaucoup, là je vous mets, il y en a un qui me répond, merci Farid. Donc, les backtests dont je parle beaucoup, c'est des backtests que j'ai fait donc, notamment avec une société de trading algorithmique. Donc, lorsque j'étais à Genève, où on avait vraiment fait tourner à peu près sur tous les produits, sur toutes les UT. Donc c'était vraiment, ça allait du M1, donc une minute au H1 et au jour, tu vois. Donc on pouvait aller très très loin. Donc on travaillait sur des data de 15 ans environ. Jusqu'en M1, on était à 15 ans. Donc on avait acheté toutes les datas et on travaillait avec NinjaTrader. Donc c'est là que j'ai forgé toutes mes stratégies et puis tout ce que j'ai fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai toutes les statistiques de mes stratégies, mais que je suis encore aujourd'hui, que je connais très bien et que je sais quand est-ce qu'elles décalent ou pas de la moyenne. Voilà. D'accord? Paul, est-ce que j'ai répondu? NinjaTrader, alors aujourd'hui je le fais tourner avec Pro Real Time, donc pour le moment, hein, voilà. Est-ce que j'utilise des screeners spécifiques pour m'orienter sur des marchés susceptibles de répondre à certaines stratégies que j'utilise? En fait, pour optimiser son temps pour trader, j'en ai quelques-uns, oui. Donc maintenant, à titre personnel, je travaille essentiellement en intraday ou à quelques jours et ou sur quelques produits donc uniquement. Donc les screeners, je les utilise plus en test en fait que pour le travail réel. Paul, hein, donc je réponds toujours à Paul. Ensuite, Paul me demande si j'ai automatisé la recherche des zones de congestion. Oui, Paul. Ça a été fait notamment, et donc là je vais rebondir sur votre question, automatiser certaines stratégies, lesquelles et comment faites-vous? Ben, notamment pour la stratégie SHMO, il a évidemment fallu que je travaille sur les zones de congestion. Donc j'ai à la fois travaillé sur les zones de congestion et puis derrière sur avoir le déclencheur en SHMO. Donc c'est une des stratégies que j'ai le plus automatisé. Le SHMO, alors j'ai plusieurs automatisations en fait. Voilà. Mais c'est celle vraiment que je connais le mieux. J'ai toutes les stats en intraday. Voilà, donc je la connais très 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 bien. Voilà. Le morning est une aide précieuse. Merci Louis. Oups, voilà. Morning, bonsoir. Pourrions-nous avoir un pourcentage de gain ou de perte par année très intéressant? Oui, pourcentage de gain moyen, ben, je le publie. Hein. J'ai donné l'an dernier, je donnerai à la fin de l'année aussi, donc notamment parce que je le travaille pour la fintech, donc pour eWinvest, donc voilà. Donc maintenant, les pourcentages que je donne sont en levier 1 et de type investisseur, c'est-à-dire moi je vise en investisseur entre 15 et 25% par an en levier 1. Mais le pourcentage de gain, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le drawdown que je fais chaque année. Donc l'an dernier, j'ai fait 19-24 audités. Avec un max drawdown à 5,38. Voilà. Voilà. Et j'ai un objectif moyen à 15% par an, année
après année, donc entre 15 et 25, une moyenne à 15 années après année, c'est l'objectif que je vise. Voilà, alors ça, ce n'est pas du trading proprement dit. En trading, on peut travailler avec des leviers supérieurs. Mais encore une fois, moi je suis là pour vous dire, il faut travailler en gérant le risque. Et ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'une performance seule, ça ne veut absolument rien dire. Une performance seule, ça veut absolument rien dire. Une performance, c'est intéressant si elle dure. Une performance qui dure, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas un an. Moi, ça fait 20 ans et quelques que je suis là. Voilà, donc il faut être capable de démontrer année après année que l'on peut gagner régulièrement sur les marchés. Et encore une fois, ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce que l'on risque pour générer le résultat. Autrement dit, le max drawdown réalisé sur l'année. Voilà. Donc moi, je vise des pertes de... Il faut que mon gain soit 3 fois supérieur à ce que je risque. Donc, ok. Donc, ce qui m'intéresse, c'est notamment avec les perfs eWinvest que je présente, ce n'est pas le gain pur qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le drawdown soit 3 fois inférieur à la perf réalisée. Voilà, donc j'espère que je suis clair. Alors, le drawdown, peux-tu faire un rappel sur qui est le drawdown et ce qu'il représente? Merci, c'est simple. Le drawdown, c'est la perte à un moment donné. Alors, prenons un exemple. Je démarre l'année à 100. Je monte à 110. Je redescends à 105. Je finis l'année à 120. D'accord? Vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? J'ai commencé l'année à 100, je suis monté à 110, je suis redescendu à 105, j'ai fini l'année à 120. D'accord? J'ai fait une perf de 20%. 20%. Quel est mon drawdown? Je vous écoute. Qui c'est qui a suivi? C'est bien, donc j'ai fait un drawdown de 5%. Je n'ai jamais été en perte sur le compte puisque j'ai fait de 100 à 110, de 110 à 105 et de 105 à 120. Voilà. Donc, du 1er janvier au 31/12, je n'ai jamais perdu 1 euro sur le capital initial, mais le drawdown, c'est-à-dire la perte relative à un instant donné, elle a été de 5. 110 à 105. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah, c'est tout. Et ça, souvent, ceux qui vous parlent de perf, ils oublient de vous le raconter, alors que, sans être méchant, c'est la seule chose qui compte. La seule chose qui compte, ce n'est pas le gain. J'ai des comptes, alors je pourrais vous raconter, enfin je vais vous raconter une anecdote si vous voulez. On a les mêmes valeurs. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Bon, pour écrire le livre, une histoire. Pour écrire le livre, j'ai ouvert un compte CFD parce que j'avais jamais eu de compte CFD. Donc voilà, j'ai mis quelques milliers d'euros sur le compte. Bon, je peux, voilà, je veux dire, bon. Et l'an dernier, lorsque j'ai voulu faire ma fiscalité, j'ouvre le relevé de ce compte-là et je vois la perf, enfin je vois le résultat qu'il fallait que j'appose sur mon compte fiscal et là j'ai fait, là il y a un truc qui ne va pas. Donc du coup j'ai appelé le courtier, je lui dis je n'ai jamais fait ça avec ce compte, voilà, c'est un compte donc, que j'ai utilisé comme ça, je veux dire, donc en démo, etc. Bref, voilà. La réalité, c'est que comme je le tradais que pour m'amuser, entre guillemets, et puis comme ça, j'avais fait une performance de 180%. Voilà. 180%, et j'avais pas fait attention. Voilà, vous voyez. Et c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie.
Donc c'est pour ça que les perfs et les pourcentages, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est la performance reportée à ce que l'on risque. Donc à choisir lorsque je recrutais un trader, qui fait du 10% par an avec un risque à 15, ou un trader qui va faire une performance de 5% par an avec un risque à 1, j'hésite pas une seconde, je prends le trader qui fait du 5% tous les ans. Voilà, c'est clair. Une autre anecdote, si ça vous intéresse, un des plus gros clients que j'avais lorsque j'étais à Genève, pour vous donner un exemple, un jour il arrive il arrive au bureau. Bon, moi je ne vais pas quand même dire la somme. Enfin, il met quelques millions sur la table. Il me dit voilà, moi je veux 5% par an. 5% par an. Voilà. Je lui dis mais je fais plus. Il me dit non, je veux du 5% et je veux un risque à 1,5. Voilà. Il faut savoir que plus vous allez avoir affaire à des gens qui ont de l'argent, donc à des gens qui ont réussi dans la vie, et moins ils vont vouloir du risque. Voilà. Donc tout ce qui parle de centaines de pourcents, c'est juste parce qu'ils n'ont pas réussi et qu'évidemment ils se disent que avec la bourse, ils vont pouvoir réussir. On peut le faire, mais à condition de gérer son risque. Et la première chose, vous comprenez bien que si vous faites du 15% tous les ans, avec un risque maximal à 5% tous les ans, si vous travaillez en levier 3, vous ferez du 45 à 50% avec un risque max à 15%. Est-ce que vous me suivez ? J'espère. Voilà. Donc, ce qui est important, encore une fois, ne regardez jamais une performance si en face on ne vous dit pas ce que l'on perd. Voilà. Et encore une fois, lorsque je parle de max drawdown, je ne parle pas de 100 pour aller en fait donc à 95. Je parle, vous êtes à 100, vous montez à 110, vous redescendez à 105 et vous allez à 120. Donc à aucun moment vous avez perdu un seul euro. Mais vous avez eu un max drawdown à un instant donné de 5%. C'est le fameux high watermark HWM pour ceux qui connaissent, que l'on utilise dans les fonds. Alors lorsque l'on est gérant, on sait très bien ce que c'est que le high watermark, puisque lorsqu'on est commissionné, enfin lorsque le trader est rémunéré au-dessus du high watermark, ça veut dire que lorsqu'il va de 100 à 110, il touche une commission en fonction de ce qu'il a fait. Si il tombe à 105, de 105 à 110, il ne touche plus rien. Et le high watermark, c'est le 110, c'est revenir à 110. Voilà aussi. Lorsque vous êtes dans gérant, c'est ce que c'est. Ne rien perdre du capital de départ suppose qu'on réussit ses premiers trades, n'ont pas plus de probabilité de réussite que les autres. Alors ça, c'est une excellente question. Mais à la base, moi j'ai démarré, écoute, l'an dernier, je n'ai pas perdu. J'ai commencé à perdre, j'ai été à 8% de gain. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait plus 8, moins 5 et j'ai fini donc à 19 et quelques. Et puis cette année, j'ai une performance moindre, mais aussi j'ai commencé l'année et à aucun moment j'ai été en perte en capital. Donc voilà. Donc se jeter à l'eau avec cette barre peut limiter l'action. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que mais moi je suis un gérant très prudent. C'est-à-dire que je considère que lorsque, et ça je l'ai écrit, hein, je pense que dans le livre c'est écrit, je l'ai écrit sur le blog, je l'ai écrit partout. Je considère que le capital, c'est mon usine avec laquelle je travaille et je considère que si j'entame le capital, je supprime à chaque fois en fait une machine. Et si je supprime une machine, je supprime les possibilités de faire ensuite
chiffre d'affaires. Donc je fais très attention au début et puis ensuite je peux accélérer une fois que je suis en gain. Ça, je vous l'explique, je pense très bien dans le livre. Et la méthode GTAS aussi, hein, on peut en reparler. C'est aussi une méthode de gestion du risque où l'on va, en fonction de ses gains ou de ses pertes, ajuster les positions que l'on ouvre. Donc c'est très important de ne pas toujours travailler avec le même levier. On va travailler avec un levier adapté au fait que l'on soit en gain ou que l'on soit en perte. Voilà. Eric, je t'ai zappé. SHMO, ça veut dire quoi? Regarde dans le livre, les webis. Ça, c'est ce que tu me demandes tous les vendredis, c'est ça? Alors, bon. Aujourd'hui, je vais vous le dire. Le SHMO, ça veut dire Shift in Motion. SHMO. Shift in Motion. Voilà. Donc, je vous laisse. Super hot badge opening. Pas encore. Je pense qu'il faut se limiter dans la perte éventuelle au départ. Oui, non, mais c'est ça. Donc, Jean-François, je rebondis exactement. Donc, ça correspond exactement à ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai une perte autorisée de 5 ou 6%, on va dire, lorsque je vais démarrer, je vais être à 1 ou 2 ou 3. Donc, je réduis. Je vais pouvoir augmenter les leviers, et lorsque je dis que j'augmente les leviers, c'est-à-dire que je vais arriver à travailler avec un levier 1. Mais au départ, je vais travailler avec des leviers 0,3, 0,4, 0,5. Encore une fois, le jour où vous comprendrez que la gestion du risque est la clé de tout, je peux vous assurer que vous irez loin. Ben, c'est ça. Donc, il faut quand même comprendre que dès lors que vous avez 100, si vous entendez votre capital que vous êtes à 90, ça il faut quand même le comprendre. Vous allez être, psychologiquement, vous êtes atteint, que vous le vouliez ou pas. Sur votre compte, vous êtes atteint. Vos capacités à générer des gains, sauf si vous prenez donc des risques supplémentaires, mais à ce moment-là, la probabilité que vous tombiez à 75 rapidement est très forte, etc. Donc, si vous voulez aller vite, il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à gérer très scrupuleusement son risque. Voilà. C'est plus vous voudrez aller vite, et moins vous irez vite. Voilà. Alors ça, j'essaye de le faire comprendre à tous ceux qui veulent aller vite. Je leur explique que vraiment, si vous êtes calme, si vous avez lentement, si vous allez lentement, vous irez loin. Mais pour ça, si vous gérez... Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez commencer à 100, vous allez commencer à accumuler 101, 102, 103. Là, vous vous retrouvez avec 3 unités que vous pouvez risquer. Et là, c'est un risque possible, étant donné que ce risque, ce n'est pas du capital, c'est du gain. Si vous le reperdez, ce n'est pas grave. Alors, je ne dis pas de faire all-in, c'est-à-dire que vous n'allez pas risquer 3 du premier coup, mais vous allez pouvoir augmenter votre risque au fur et à mesure. Et si vous faites ça, vous raisonnez comme un véritable financier, comme un trader sérieux, et vous vous inscrivez dans la durée. Si vous ne faites pas ça, hélas, vous allez sombrer dans quelque chose qui est le jeu. Et la probabilité que vous réussissiez, je ne veux pas être méchant, mais là, écoutez, j'en ai vu dont tellement qui sont venus sur les marchés, qui ont brillé 3 mois et qui derrière ont tout planté. Voilà, moi je préfère être sérieux. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire c'est facile, vous prenez du levier, vous envoyez, vous allez gagner. Le trading, c'est très compliqué. La seule chose que je dis, c'est que si l'on applique quelques bonnes méthodes, et si on est très sérieux, très discipliné et très rigoureux, vous voyez, ça fait très, on peut y arriver.
Mais il faut travailler, il faut se lever le matin, etc. Ok Florent, ciao ciao. Je te vois demain matin, toi. L'inconvénient, c'est lorsqu'on débute petit compte, les CFD. Alors, attendez, je vous mets la question. Mais le levier est important sur les CFD. De mémoire, je ne crois pas qu'on puisse l'ajuster. Quel type de produit conseilles-tu pour démarrer? Alors, tout va dépendre le capital de départ. Moi, je répète, les CFD, je conseille de travailler. Au départ, on peut travailler avec les CFD, puisque l'avantage, justement, c'est qu'on va pouvoir mettre quelques centaines ou petits milliers d'euros sur un compte CFD, et que, donc, grâce à ça, on va se faire la main. Encore une fois, je ne crois pas, hormis vraiment juste quelques heures, presque, je dirais, je ne crois pas au trading, au paper trading, donc au compte. Si en trading, si l'on ne pose pas l'argent sur la table, si on ne pose pas l'argent sur la table, ça ne fonctionne pas. Donc il faut avoir un petit compte CFD, donc au démarrage. Ensuite, vous allez ajuster votre risque autant que vous le pouvez. Je pense que sur les CFD, vous avez droit à 1 euro le point, donc par exemple sur les futurs, voilà, donc vous pouvez quand même vous amuser avec ça. Et dès lors que ça fonctionne, moi je vous conseille de aller travailler, je répète, sur les actions, sur les contrats futurs ou sur les options. Autrement dit, sur des produits sérieux. Mon défaut principal, je prends trop de risques. Alors, Jean-Jacques, je te rassure ou je t'inquiète, tu le prends comme tu veux. Pourquoi crois-tu que j'insiste autant sur la gestion du risque? Pourquoi crois-tu que je dis mes perfs, c'est ça, mais je peux faire 180%, mais il n'y a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la gestion de ce que l'on risque. Voilà, donc si j'insiste énormément et autant sur le risque, c'est parce que je sais que parmi les problèmes qui empêchent les traders de gagner régulièrement sur les marchés, c'est la gestion du risque. Ce sont des leviers trop importants. Donc j'insiste. Et donc, Jean-Jacques, je dirais que ça peut se soigner. Voilà. Donc ne sois pas inquiet. Le Vaucluse, je crois pas, Jean-François. Tu peux l'ajuster car c'est toi qui gères ton exposition. Ok, donc on peut ajuster pour les leviers, pour les CFD, je demande. Pour débuter avec les CFD, combien d'euros sur le compte? Alors écoute, je ne suis pas un spécialiste, mais on peut démarrer, je pense, avec quelques centaines d'euros. Donc maintenant, moi je conseillerais quand même 2-3 000 euros, voilà. Minimum, histoire que... Vous savez, vous voulez encore une anecdote? Lorsque je suis arrivé à Genève, le risque jour que j'avais, dont le risque jour que j'avais autorisé en gestion, était supérieur au capital que je tradais la veille. Est-ce que ça vous donne une idée? C'est-à-dire qu'il y avait un gouffre entre ce à quoi j'étais, enfin ce que je gérais habituellement et ce que l'on m'envoyait. Si vous voulez, lorsqu'on vous met plusieurs dizaines de millions sur la table à gérer, les nombres de contrats que vous gérez, c'est juste hallucinant. Et j'ai connu des traders qui étaient pas mauvais, mais dès lors que je leur mettais en face du levier, ils ne savaient plus trader. Donc il faut quand même apprendre à avoir ce petit stress supplémentaire lorsqu'on voit le compte défiler, dont la psychologie, le stress, ça fait quand même partie du trading. Sur les contrats futurs, quel capital minimum? Moi, je conseille au minimum 15 000, 20 000 pour un contrat futur CAC. Sur le DAX, à moins de 50 000 euros, je le déconseille. Alors maintenant, vous avez les mini-DAX. Mini-DAX, ils commencent à être intéressants. Dans les mini-DAX, on peut les travailler un peu comme le CAC à partir de 15-20 000 euros. Voilà. Sachant que le mini-DAX, il n'y a pas, enfin le tick, c'est le point complet. Donc il n'y a pas la virgule à 0,5.
Les CFD, c'est pas mal pour découper les positions que tu déclenches par une analyse sur le futur. Avec 2000 euros, si tu prends DAX, tu es déjà levier. Oh non, mais c'est sûr qu'avec les CFD, avec 2-3 000 euros, vous allez être en très fort levier. Mais là, je ne vous parle pas de taux de levier, je vous parle des sommes que vous mettez. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, si vous avez des questions, levez la main. Si vous n'avez plus de questions, ne levez pas la main, comme c'est 8 heures. L'erreur la plus fréquemment commise est celle de ne pas couper rapidement les pertes. Tiens, excusez-moi, mais je pense que j'avais zappé une question qui me demandait quelle était l'erreur que je faisais le plus, non? Enfin, ou que j'avais fait le plus, non? Ou c'était toi qui me demandais ça? Je regarde si je la retrouve. Oui, c'était Laurent. Quelle est l'erreur la plus fréquente que vous avez eue? Ah non, ce n'était pas les miennes d'erreur en tant que formateur. Donc, puisque alors, je vous mets à l'aise. Donc, en dépit depuis le temps que je suis sur les marchés, je fais encore des erreurs. Voilà. Donc, la seule chose, c'est que j'en fais moins, évidemment. C'est que les erreurs que je fais ne prêtent pas à conséquence, justement. Donc, pourquoi? Parce que je gère le risque, etc. Mais voilà, je ne prétends pas du tout. Jean-Jacques, je te remercie beaucoup pour ton commentaire sur mon livre. Les erreurs, Farid, quelles sont les erreurs que je peux faire? Ce sont des erreurs, écoute, assez classiques. Je peux rentrer plus trop tôt, trop tard. Enfin voilà, le genre d'erreur que l'on peut faire. Alors, généralement, je suis quand même très cadré avec les stratégies, maintenant que je connais quand même très très bien. Donc, je travaille que avec les stratégies dont GTAS. Mais il y a des fois où je vais pouvoir être plus agressif à l'entrée. Et voilà. C'est mon plus gros défaut, ça sera celui-là. Être trop agressif. Mais je le sais par contre, hein, je vous rassure, lorsque je le fais, je le sais. Et donc, si je perds, donc je l'assume, je note, voilà. Tu étais trop agressif, ce n'était pas le moment. Et donc l'erreur la plus fréquemment commise aussi, c'était par les autres traders que, écoute, moi je considère que les principales erreurs que je corrige, il y en a deux, c'est vraiment la gestion du risque qui est vraiment défaillante, je dirais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite, il y en a une autre, c'est souvent l'impatience. Vous voulez absolument trader. Vous voulez absolument trader. Absolument trader. Et ça, c'est une erreur. Il faut savoir se dire, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, je ne trouve rien. Ou c'est trop tard. On ne court pas après le marché. On ne court pas après le marché. Soit j'ai vu la configuration, j'ai le signal et je rentre. Si le marché a déjà fait 30 points, si c'est trop tard, je ne le fais pas. C'est tout. Voilà. Quel genre d'erreur? Je t'en prie, Jean-François, vous êtes bien aimable de me répondre. J'ai fini ou pas, Laurent? Est-ce que j'ai répondu à tout ce que tu voulais? Oui, c'est bon. Tac, tac, tac. Donc Bertrand, pour les codes, tu as le mail, tu as mon mail, puisque tu t'es abonné pour venir. Donc c'est bon. Donc tu m'écris, c'est bon. Ok, ça marche. Et si l'erreur est formateur, s'il est suivi d'analyse. Sage parole. Très sage parole. Donc, si vous avez des questions encore, vous levez la main. Sinon, on va arrêter là. Après 13 heures de travail aujourd'hui, je pense que j'en aurai assez. Quand la lecture des vagues, j'ai une question. Attends, une ultime question. Quand la lecture des vagues d'Eliott sont un peu compliquées, je m'y perds. Y a-t-il des ouvrages de formation? Non, alors Philippe, surtout pas. Alors Philippe, on en reparle. Salut Laurent, salut à tous.
Philippe, on se fait ça tous les deux, il n'y a aucun problème. Et surtout, surtout, surtout pas aller chercher plus loin que ce que j'explique dans le livre avec Elliot. Surtout pas. Donc, on en reparle tranquillement. Philippe, est-ce que c'est bon? Mais surtout pas vouloir aller plus loin sur Elliot. Hein. Ok Jean-Jacques. Les dragons. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine. Je vous dis, et vous n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ciao, ciao à tous. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.